Je suis, juste pour corriger, c'est l'association Clé Nord-Pas-de-Calais qui a été présentée tout à l'heure. Donc j'en suis le président et je travaille actuellement sur le développement durable et sur l'implication des jeunes dans le débat public local. Comme mes camarades, je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont permis aujourd'hui d'être présent parmi vous. Et donc, que ce soit la fondation et l'association, je les remercie beaucoup au nom de toute l'association que je représente. Donc la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'acteur citoyen. Comment promouvoir l'engagement des jeunes dans le débat public au niveau local. Avant de me focaliser en fait à répondre à cette question, il est important de recontextualiser. Pourquoi promouvoir l'engagement des jeunes dans le débat public? Depuis ce matin, on a eu un certain nombre d'intervenants qui nous ont parlé du développement. Donc je vais contextualiser mon propos à travers cette notion de développement. Donc dans un premier temps, je vais définir trois concepts qui sont assez complémentaires. Le développement durable, le concept de renforcement. On est dans un système et un modèle économique qui est en crise permanente et qui crée ici et là des injustices qui de plus en plus sont intolérables. Que ce soit aujourd'hui en Europe, qui subit une crise comme jamais depuis 1929, ou en Afrique, ou ailleurs dans le monde. Donc la question est de savoir en quoi le développement durable constitue une matrice intéressante pour l'évolution de nos sociétés humaines. Développement durable, il y a plusieurs dimensions dans cette acception de développement durable. Il s'agit de lutter à la fois contre les inégalités sociales, de promouvoir la diversité culturelle, de lutter contre les problématiques écologiques dévastatrices. Donc l'idée, c'est d'avoir un développement qui est harmonieux, qui s'inscrit dans un cercle vertueux. C'est toute l'idée qu'a défendue ce matin le ministre. Donc l'idée, c'est de dire que l'objectif de nos sociétés aujourd'hui doit s'inscrire dans les débats qui existent depuis les années 70 sur un développement durable, qualitatif et intégré. Pour arriver à ce type d'objectif, et c'est la deuxième partie de ce propos, il faut renforcer ce qu'on appelle les capacités. Alors qu'est-ce qu'on appelle capacité? C'est les aptitudes à pouvoir se fixer des objectifs, à pouvoir trouver les moyens d'atteindre ces objectifs et à pouvoir les évaluer. Donc les aptitudes aujourd'hui, elles sont liées à la fois aux organisations, aux systèmes et aux individus. Si je prends un exemple très concret, le citoyen, pour qu'il puisse être citoyen, encore faut-il qu'il ait les moyens de sa citoyenneté. C'est-à-dire que, et là je reprends les termes des Lumières, il faut qu'il puisse être instruit pour comprendre le débat dans lequel il est. Donc il faut qu'il ait ses capacités pour se mouvoir dans un monde qui est en mutation permanente aujourd'hui, qui est très interdépendant. Aujourd'hui, chaque système et sous-système est interdépendant des autres. Ce qui veut dire que la personne, l'individu, l'organisation, le système qui n'a pas cette capacité à comprendre de manière transversale, de manière holistique, l'ensemble des liens et des réseaux dans lesquels il évolue, est une personne finalement qui n'a pas les ressources pour comprendre le monde qui l'environne. Après, il y a plusieurs approches au niveau des renforcements capacitaires. Il y a tout le champ de l'aspect organisationnel, c'est-à-dire comment une organisation peut se développer, comment une organisation peut s'adapter aux mutations. Donc là, on met au centre du débat l'organisation. Mais ça peut être le système. Comment, à travers notamment les normes, on peut prendre l'exemple de l'Union européenne, qui est une machine à produire des normes, qui a vocation à égaliser un certain nombre d'éléments et surtout à produire une matrice unique qui permet à un territoire assez vaste de pouvoir se positionner sur les mêmes éléments. On voit que ça a un certain nombre de limites. Et je finirai aussi sur cet aspect capacitaire, sur l'individu. Un individu aujourd'hui qui n'arrive pas à avoir un certain nombre de capacités, on en discutait tout à l'heure, il faut savoir par exemple, un exemple comme ça, en France,
70% des emplois sont pourvus par voie de réseau. Bon, je pense que c'est un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que la personne qui ne connaît personne, bah, finalement, elle n'a quasiment aucune chance de pouvoir obtenir un emploi, même si elle est diplômée. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui développer des nouvelles compétences. La compétence réseau. La démocratie aussi a un prix, c'est-à-dire la multiplication des conflits mineurs, mais multiplication des conflits. C'est-à-dire qu'une personne qui aujourd'hui ne sait pas gérer le conflit aura du mal à se mouvoir. Je parle d'une personne, mais ça peut être une organisation. Donc tous ces éléments indiquent et nous prouvent qu'il est indispensable de renforcer ses aptitudes à l'organisation, à la gestion de conflits. Le troisième volet, c'est la gouvernance. Ma camarade l'a très bien expliqué. La gouvernance, finalement, c'est ce qui va mettre en musique, à la fois, on a des objectifs à travers le développement durable, on a les moyens à travers les compétences qu'on a développées. Qu'est-ce qui va permettre à ces moyens d'atteindre ces objectifs? C'est le rôle de la gouvernance, c'est-à-dire cette capacité finalement à créer une mécanique qui permet à différents acteurs, institutionnels, non institutionnels, la société politique, la société civile, de pouvoir échanger en vue d'atteindre des objectifs communs. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans un monde qui se veut de plus en plus démocratique, dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, il est indispensable d'avoir les moyens de discuter avec les uns et les autres et de savoir où on se situe. Donc ça, c'est le troisième volet. Donc la deuxième partie, c'est de dire comment on articule ces trois volets. Comment on articule la gouvernance, le développement durable et le renforcement capacitaire. La question finalement est assez simple. Je prendrai des exemples. Comment dans une société démocratique comme la France, il y a un taux d'abstention quand même assez perturbant. Dans certaines villes, dans certains quartiers de certaines grandes villes de France, il peut y avoir des taux d'abstention qui dépassent les 50%. Or, on est censé être dans un pays démocratique. Comment garder on va dire, l'intérêt dans la démocratie quand les personnes qui sont censées débattre sur un certain nombre de questions qui interrogent tout le monde n'utilisent pas les mêmes termes, n'utilisent pas le même langage, et ne sont pas compris, ou en tout cas ne font pas l'effort de se faire comprendre par leurs concitoyens. Donc cette mécanique est indispensable et cette articulation entre les trois volets est indispensable si on veut que la démocratie puisse vivre et exister. Sinon, on est sur du formel et on n'est pas sur du réel. Pour terminer mon propos, je donnerai des exemples qui s'inscrivent dans les trois volets dont j'ai parlé. Sur la question du développement durable, on travaille sur un certain nombre de projets qui ont vocation à promouvoir justement l'engagement de ces jeunes, sur notamment la sensibilisation. Très peu de gens connaissent la définition du développement durable. Là encore, je reprendrai les propos qui nous ont été tenus ce matin sur la dualité entre besoin et demande. Aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises se réclament du développement durable. On signe des chartes, on fait des grands colloques sur le développement durable. Finalement, on s'aperçoit que telle ou telle entreprise pollue, telle ou telle entreprise discrimine, telle ou telle entreprise ne sait même pas ce que c'est l'agenda 21. Donc toutes ces questions posent la question de la sensibilisation et de la connaissance même de la notion de développement durable. Donc de manière très opérationnelle, on peut aller à la rencontre des jeunes pour expliquer, sensibiliser les jeunes à cette notion au niveau économique, l'efficacité économique, puisqu'on est quand même dans un système qui prône la concurrence à tout va, qui prône la concurrence interindividuelle. Donc on peut présenter par exemple l'économie sociale. Aujourd'hui, c'est un point assez intéressant, notamment en France ou au Québec, de savoir comment développer une économie qui n'est pas basée simplement sur le taux de rentabilité. Sur la question sociétale, c'est la solidarité. En Europe, avec le vieillissement démographique,
se pose la question de la solidarité intergénérationnelle, qui est un vrai débat. Aujourd'hui, notre travail consiste aussi à sensibiliser les jeunes sur ces questions-là, pour avoir une vraie conscience du développement durable, c'est-à-dire des objectifs à atteindre. Sur la question des moyens, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Renforcer les aptitudes des jeunes, c'est les responsabiliser. On les responsabilise à travers les associations, mais pas seulement. La promotion de l'engagement politique au niveau local est très important. Même si les grands partis sont assez fermés à la jeunesse, mais tout notre travail consiste à sensibiliser les jeunes sur leur place dans les partis politiques. Toujours sur la question des aptitudes, l'aptitude à gérer le conflit dont je parlais tout à l'heure. La démocratie est source par définition de conflits, mineurs ou majeurs, mais surtout mineurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'inscrire dans une certaine concertation. Et c'est cette concertation qui permet de faire avancer les débats qui parfois peuvent paraître très prégnants. C'est-à-dire que l'idée qu'on développe au sein de la structure que je préside, c'est de favoriser le débat. Favoriser le débat d'arguments, la confrontation, qui permet aux uns et aux autres de comprendre chacun la position de l'autre. Donc ça se passe notamment, on organise chaque année une semaine d'action de recherche sur les discriminations avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde, et notamment du Québec, d'Afrique et d'Europe. Et on met en avant cette idée de débat et d'argument. Ça permet à ces jeunes de développer leur aptitude à gérer à la fois le conflit, mais à gérer le débat démocratique qui est l'outil indispensable du développement durable. Je terminerai par la notion de gouvernance. Alors, comment mettre en musique tout ça et comment nous, on promeut à travers la jeunesse la notion de gouvernance. Là aussi, c'est en responsabilisant les jeunes, parce qu'ils sont acteurs de leur vie, ils sont donc les meilleurs messagers des besoins qu'ils ont. Parce que souvent, on entend des jeunes qui se plaignent, mais qui finalement ne s'engagent pas, ou en tout cas ne diffusent pas leur message. Toute l'idée qui a été la nôtre, c'est de travailler sur la notion de recensement des besoins, de présentation aux décideurs, et surtout la notion d'évaluation des propositions effectuées par la jeunesse. Puisque la jeunesse est prête à s'engager, encore faut-il qu'elle ait des raisons de s'engager, notamment à travers des choses très concrètes. Et c'est là aussi tout l'objet des actions qu'on mène auprès de la jeunesse sur cette gouvernance, de s'engager à indiquer leurs besoins. Donc, comme vous l'avez bien compris, l'idée de mon propos était de démontrer que la promotion et l'engagement des jeunes dans le débat public doivent s'inscrire dans un contexte plus global de développement qualitatif et de développement harmonieux à travers ces trois volets que sont les objectifs consacrés par le développement durable, les moyens permis par la notion d'aptitude et de capacité, et enfin sur la grammaire ou sur la mécanique utile, c'est-à-dire la gouvernance, comment est régulé les liens entre les uns et les autres. Je vous remercie pour votre attention. Merci de nouveau, M. Majid Bouraba, président du Centre des études stratégiques et diplomatiques venu de France, qui a essayé de répondre aux problématiques comment promouvoir l'engagement des jeunes dans le débat public en milieu ou bien au niveau local. Donc on a moins de 30 minutes pour ouvrir le débat. On a eu 5 interventions lors de cette session plénière et c'est à vous de demander des questions à nos chers intervenants, mais prière de ne pas dépasser les 2 minutes, disons. Qui veut poser une question? C'est à vous. Sur lesquels on se base, notamment sur l'intervention de Faten. Je partage votre constat, je ne le contredis pas, mais je partirai aussi d'une citation. On dit que les bons mensonges, les mauvais mensonges et les statistiques.
C'est-à-dire quand on parle d'un taux d'analphabétisme assez élevé, moi je me demande si les gens qui sont dans le sud marocain ou le nord, qui ont des savoir-faire traditionnels, architectural, agricole, etc., on les considère en tant qu'analphabètes. C'est un problème parce que ces mêmes gens qui font ces statistiques, ils sont contents d'être dans des riads construits en terre et naturellement climatisés. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Si on parle de développement durable, est-ce qu'on peut partir sur un constat de considérer des gens qui ne parlent pas une certaine langue ou qui n'ont pas un certain savoir standard comme obstacle au développement, ou au contraire, il faut aller voir les gens tels qu'ils sont dans leur réalité, pas tels qu'on les imagine. Si on parle d'analphabétisme, est-ce qu'on ne peut pas d'abord voir des savoirs comme ces gens avant de leur en apprendre d'autres? Généralement, quand on parle d'indice de développement humain, on parle d'un état de connaissance au niveau zéro chez ces gens. Or, ça fait des siècles qu'ils vivent et qu'ils transmettent une culture, des savoirs, de la poésie, de la littérature et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un peu ma remarque et ma question par rapport aux conclusions auxquelles vous arrivez. Merci. Merci, monsieur. Donc, Hassan Abnaoub, membre du réseau des jeunes analystes de politique publique qui couvre la région MENA. Et je suis également actif dans le domaine associatif et de développement. Donc j'ai deux petites questions. La première s'adresse à monsieur Najib, si je me rappelle bien de votre prénom. Quelles sont les possibilités de greffer vos expériences? Vous avez beaucoup parlé de vos expériences qui se passent un peu au Québec, un peu en France. Quelles sont les possibilités de greffer tout ça au Maroc? La deuxième question, c'est quelle est selon vous la place de l'analyse des politiques publiques, notamment par les jeunes dans cette région? Quelle est donc la place de cette analyse dans ce qu'on appelle la citoyenneté engagée? Parce que, selon mon expérience dans le domaine des politiques publiques, il y a une très très faible évaluation des politiques publiques dans notre région. On construit beaucoup de politiques, on essaye d'implémenter beaucoup de politiques, mais il y a très très rarement de l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Merci. Du développement au final, donc c'est plutôt une approche qui se veut plutôt macro et qui est souvent imposée. L'autre approche, elle se fait plutôt par l'individu. L'un des éléments importants des expériences dont je vous ai cité l'existence, c'est la non-hiérarchie des savoirs. C'est-à-dire que chacun est acteur de sa vie et chacun est le meilleur connaisseur de ce qu'il vit, par définition. Donc en ce sens-là, il est tout à fait possible de pouvoir avoir ces mêmes expériences, mais en se basant vraiment sur cette idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas une hiérarchie de savoir et que, on est bien d'accord, dans une conception de concertation pour faire avancer les choses, chacun a quelque chose à dire. À partir du moment où on se réfère à ce référentiel, on peut aisément mettre en place ce type d'expérience ici, avec cette idée comme préalable. Concernant l'analyse des politiques publiques, si j'ai bien compris la question, c'est que finalement on ne fait pas assez d'analyse politique sur l'engagement citoyen, notamment ici dans la région marocaine. Pardon? L'évaluation des politiques. Ben là aussi, ça répond à ce que je dis, c'est-à-dire que l'évaluation des politiques s'inscrit aussi dans des normes. Qui évalue et comment on évalue les politiques publiques. À partir du moment où on veut travailler sur cette idée de concertation, les indicateurs qui doivent être produits par l'ensemble des acteurs. Or aujourd'hui, c'est là où le bât blesse. C'est que les indicateurs sont produits par des personnes, souvent, qui n'ont pas conscience de tous les éléments sur le terrain. Et on laisse très peu de place aux acteurs citoyens dans la mise en place de ces indicateurs. Ce qui se traduit concrètement par soit un manque d'évaluation, soit par une évaluation biaisée. Parce que si on ne prend pas en considération, comme l'a très bien souligné monsieur, tout le savoir informel, on passe à côté de beaucoup de choses. Une catastrophe naturelle, ou pétrolière, ou tout ce qu'on veut,
constitue un aspect positif pour le PIB. Il faut le savoir. Alors que la solidarité informelle, elle n'est pas valorisable d'un point de vue pécunier, d'un point de vue économique, et qu'elle sort totalement des calculs de PIB. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi, si on veut s'intégrer dans cette idée de développement durable, il faut revoir absolument les indicateurs et les techniques d'évaluation des politiques publiques en se basant sur une concertation beaucoup plus large et en mettant autour de la table les personnes pour qui ces politiques sont faites aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci une fois de plus, Monsieur Majid. Donc on a encore une question de plus. Monsieur Fou, oui, votre nom? Arzel? Ok. Veuillez poser votre question. Collègues tunisiens pour la présentation. C'est vrai qu'au Maroc, on a suivi avec beaucoup d'attention les événements en Tunisie jusqu'à la mise en place du gouvernement de Nada, parti Nada. Et juste après, vraiment, les informations ont été un petit peu arrêtées. Et actuellement, c'est très difficile pour nous de savoir ce qui se passe en Tunisie. J'ai entendu parler de vous-même que vous avez dit que malheureusement, on n'a pas eu la Tunisie qu'on espérait. Qu'est-ce que ça veut dire cette citation? Qu'est-ce que ça veut dire? I have one question for our colleagues from Romania and Italy. Of course, I appreciate very well the efforts you are doing, but I just want to know what kind of, I mean concretely, what kind of activities you are doing and how the young people appreciate those activities. Thank you. Il y a un an avant, donc on a espéré qu'avec la révolution du jasmin, cette révolution Facebook qui a été faite par les jeunes, on aura une nouvelle Tunisie, là où toutes les régions bénéficieront de développement et comme ça. Mais on a vu, malheureusement, qu'après les élections, rien n'a changé. Et que ce nouvel gouvernement, je ne suis pas contre les islamistes en eux-mêmes, les islamistes en Tunisie ont parvenu au pouvoir grâce donc, aux élections. Et je ne contredis pas ça, mais les objectifs de la révolution n'ont pas été assurés. Et les martyrs, donc personne ne sait le destin de leur gaz dans les tribunaux et comme ça. On ne sait jamais si les gens qui l'ont tiré sur ces martyrs allont vraiment périr en prison ou non. Ils sont vraiment encore, ils rôdent partout dans la rue. Et encore, il y a donc la Tunisie qui a été toujours connue pour son esprit un peu tolérant, cet esprit résultat de passage de plusieurs civilisations sur ce petit territoire appelé la Tunisie. Donc on n'est pas vraiment habitué à des phénomènes comme salafistes, comme djihadistes, comme discrimination contre les femmes, discrimination contre les voilés et les non-voilés, les niqabisés. Ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui partout dans la rue tunisienne, on est vraiment choqués. Donc c'est ça la Tunisie qui nous choque aujourd'hui après la révolution. On espérait qu'on va voir une Tunisie plus tolérante, plus ouverte, plus développée. Oui, je suis d'accord qu'un an seulement n'est pas suffisant pour voir tous ces objectifs s'achever et se réaliser. Mais au moins, on a demandé de voir des pas en avant, vraiment, au moins dans la Constitution. Mais la Constitution n'est pas encore élaborée et les textes de la Constitution sont vraiment vagues parfois, elles sont écrites d'une manière qui n'est pas un style de droit même. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être à l'Assemblée nationale constituante, mais qui sont et qui bénéficient de salaires
hein, de 4 et de 5 000 par mois pour ne rien faire. Aujourd'hui, tout le monde donc, use de cette révolution, mais les gens qui les ont fait déjà et qui les ont fait vraiment, ils sont donc ils sont un peu ils se sont choqués et malades et comme ça. Donc c'est ça la Tunisie aujourd'hui. J'espère que l'image que j'ai donnée n'est pas vraiment trop pessimiste, hein, mais quand même on échange avec vous et ça nous intéresse votre intérêt envers la Tunisie. Merci Monsieur Razel. À vous donc. Okay, so thank you for your question. What kind of actions do we have? Well, I think first of all, the first action that we had was to establish our own NGO. This is very important. It's not something easy to do, I'm sure, because of the bureaucracy and stuff like this. These things can demoralize the youngsters usually, and they are not able to go through all the process with their willing to create their own place, their own NGO. But I'm very happy that we managed to do it. We didn't have the help of anybody. We were just a group of friends, of youngsters, that we wanted to do something. And I think this is the most important step. First time to create the basis of your place, the basis of your NGO, which helps you to put your projects into reality, into action. And the second part, also very important, is the fact that we are working a lot with the Youth in Action program in Europe, financed by the European Union. I think Madame Marine Henri spoke about the program before. If you want to know more about this, you can approach us anytime, because it's a very long discussion about about this program. So we're basically writing projects along with our colleagues, with our friends. We're selecting people that are willing to write projects, and the people that want to put their ideas into practice. This is the first step, to write a project, and then after the project is approved, we're implementing it in Romania, of course. But this was not very easy at the beginning, because in the beginning we were participating quite a lot abroad in Europe. All over Europe we have dozens of projects in which we took part since 2007. And now we basically also trying to send people outside, send people abroad, outside Romania, to send people in other projects in Europe, for example, Italy, Germany, France, Spain, etc., etc. So this is really hard work, and we are very proud of it, because we are opening the ideas, the minds of the others, the minds of the youngsters, because this program is not that famous, it's not very well known across the country or in the youngster population. It's not very popular, unfortunately. So we finished our last project a couple of weeks ago, I think 3 weeks ago. We finished the implementation of a project. It was based on ecology. We had partners from 7 countries, including Romania. We had from Austria, Malta, Lithuania, Bulgaria, Italy, and Turkey. So we created a very interesting mix, intercultural mix, and we managed it. Everything was really amazing, and all the participants were very excited. 90% of them were the first participation in such a project, and they said to us that they definitely want to take part in other projects. Now they are willing to create their own projects in their own countries. So for us, this is a great success, and this is giving us wings to continue to do what we are doing. So thank you very much. Alors, on a combien de questions? On a monsieur, au fond. Mainly operates in the field of international relations.
We have three sections in our organization. The first one is about cultural exchanges, and we are improving it in these late years. We started 2 years ago with a cultural exchange in Kiev, and then we joined the Mediterranean Autonomous Network of Youth last year in Cosenza, and now we are participating at this project. It's a way to allow students to meet students from other culture and exchange their ideas, exchange their view of life. Then we have another section that's dedicated to the orienteering to international careers, and it aims at providing students a link between the NGOs, the institutions, and the students. And it is very useful because sometimes students study a lot in university, but they don't really know what they can do after finishing to study. And then we have the third part of our association that is about the organization of events, especially events that can allow students to put into practice what they study at university. And for example, the main event we organize each year is the MUN, the Simulation of General Assembly of the United Nations, that can make students of international relations to behave like diplomats at the United Nations General Assembly. And it's a very good way to make them aware of their potentialities, because they behave like head of states. And now, when we started, it was like one of the smallest MUN of the world. But now we organize the biggest MUN in Italy with 2,000 students each year coming in Rome to simulate the General Assembly of the United Nations. So, thank you. Merci, Fortunato. Association for Culture and Development based in Marrakesh City, active in youth exchange and volunteer work, designed to help young people with fewer opportunities. Especially we provide them with intercultural learning experience and promote their social skills to be actor of change in their communities. I am asking my friend from Romania if you like, or if you are interested to join our Moroccan network. We can offer you many opportunities for international students. Especially we are the official partner of Ministry of National Education. Thank you. C'est exactement, ça complète exactement celle que j'ai faite ce matin, qui a priori n'a pas été bien comprise par tout le monde. En tout cas, voilà, c'est typiquement l'exemple de personnes qui ont commencé par participer à des programmes Jeunesse en Action, par exemple, Youth in Action, et qui au fur et à mesure ont pris ce qu'il y avait à prendre dans chaque programme, dans chaque projet, ont appris, et à un moment donné ont été suffisamment mûrs pour développer eux-mêmes leur organisation et devenir bénéficiaires du programme, bénéficiaires dans le sens où eux-mêmes ont pu demander des subventions et mettre en œuvre les projets qu'ils mûrissaient plus tôt. Donc simplement pour dire que les programmes européens peuvent être accessibles avec du temps, avec des efforts. Je ne sous-estime pas le travail de l'association d'André pour ça. Mais voilà, c'est pas réservé qu'à des grosses machines, à des grosses organisations professionnalisées qui ont un gros budget, etc. Celles-ci peuvent en profiter également, c'est pas le problème. Mais c'est également possible de commencer à la base et de pouvoir profiter de ces programmes voilà, sans ressources énormes au départ. Merci. Et aussi, vous avez donné en premier la parole, donc il a un peu devancé ma question. C'était de savoir, c'était de dire aussi, nous aussi on a suivi l'information sur la Tunisie et ça nous a même inspiré, nous les étudiants mauritaniens, à faire à peu près la même chose, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est le suivi.
de ce qui a été fait. Est-ce que ça a eu un impact dans le pays? Est-ce que c'est un conseil à donner aux autres pays? Est-ce que c'est un exemple à suivre, je veux dire? Est-ce qu'il y a eu encore un dialogue entre l'État et les manifestants? Si j'ai bien compris votre question, il y a un dialogue entre État et manifestants. Donc il y a eu directement des tirs donc on a tiré sur les manifestants directement sans vraiment les entendre, sans vraiment leur donner aucune opportunité de se manifester, de s'exprimer. Donc c'est ce qui se passait. Est-ce que si la Tunisie est vraiment un exemple, on a toujours été un bon exemple pour les pays arabes et musulmans et partout dans le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui on vous incite à nous imiter, non, vraiment, chaque pays bénéficie de ses critères à lui-même. Donc, et vraiment, il ne sert à rien d'essayer d'imiter une révolution. Ce qu'une seule révolution ne fait vraiment pas un printemps. Et moi, j'ai un peu de critique pour la notion printemps arabe, c'est pour ça. Mais si la Tunisie est vraiment aujourd'hui dans le bon chemin ou non, on essaie de l'être. On essaie. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a maintenant des manifestants à Siliana, une région donc appauvrie en Tunisie. Ils se manifestent contre le pouvoir de Nada. C'est pour ça qu'on fait tous ces efforts pour remettre la Tunisie sur le bon chemin. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce que... Savira, ingénieur de projet de développement. J'apprécie bien la dernière intervention de M. Boutin, je crois, Urbain. C'est vraiment, en tant que vous êtes chercheur stratège, ça m'a vraiment, j'apprécie bien la méthode scientifique, vraiment d'envisager les approches de travail avec la jeunesse. Mais ce qui m'intéresse de profond en tant que réaliste et acteur de développement, avec des modestes associations qui travaillent avec des outils personnels et aussi avec des moyens très avares. Donc c'est ce qu'on attend, c'est de donner des exemples pilotes. Voilà, c'est pour bien dépasser la situation, c'est pour bien concrétiser des projets bien réussis et pour bien donner des expériences réussies dans la gouvernance, dans la gestion et aussi dans l'application de la démocratie. Donc il est bien apprécié de donner vraiment des cas, des exemples scientifiques. C'est beau ce que vous avez dit, mais tant que réaliste et activiste, j'apprécie bien de vivre une expérience bien réussie pour bien l'adapter, soi-disant, au territoire actuel marocain, avec les vraies contraintes existées et le blocus existait. Deuxième question, c'est pour la mademoiselle tunisienne. J'ai bien apprécié tant que j'étais animateur au sein de PNUD et aussi j'ai bien suivi les rapports d'Amnesty tas de choses, mais ce n'est pas le cas pour nous d'entendre vraiment ces rapports-là. On les connaît bien. Donc on a bien apprécié que vous nous donnez votre cas exemple de la Tunisie, parlez-nous beaucoup de l'expérience tunisienne et ça va être très bénéfique pour nous. Et merci bien. Modèle de gouvernance, de modèle de relation. Maintenant, en ce qui concerne votre proposition, moi je suis prêt à vous inviter à la semaine qu'on organise au mois de mars pour que vous puissiez vivre un petit peu ce que nous on peut vivre de manière très opérationnelle. Pourquoi pas et faire une expérience ici avec nos partenaires. Ça, je suis très ouvert à la question. Mais très sincèrement, il est important de bien comprendre que ce type de disposition, ce type de mise en place interpelle l'individu et qu'on dépasse la notion de moyens parce que justement l'idée c'est d'adapter les moyens aux besoins. Là c'est un besoin de changement de modèle où chaque acteur, chaque citoyen plutôt devient acteur
de sa vie. Donc on en est un peu là. Je vous dis, après sur le reste, sur l'opérationnalité, moi je vous invite, vous venez, vous regardez un petit peu comment ça se passe, et après moi je suis prêt à travailler avec vous ici, sur des choses expérimentales pour mettre en place. Parce que je suis assez d'accord sur un point, c'est qu'à un moment il faut susciter aussi l'espoir, et l'espoir est suscité par des choses concrètes. Même si on avance petit à petit, il faut des avancées qui soient consolidées et significatives. Merci, Majid. Peut-être tu veux la remarque? Bon, merci monsieur pour la remarque. Peut-être que j'ai travaillé sur l'exemple marocain, c'est une connaissance de l'extérieur. Je ne suis pas marocaine, je suis tunisienne. J'ai travaillé sur cet exemple pour simplement parce que le porte sur un élément vraiment de fait ici au Maroc. Je me suis sentie un peu concernée. J'ai pu étudier le cas marocain, regarder l'extérieur, et aussi il y a un volet un peu conceptuel et théorique qui pourrait être mis en œuvre, quel que soit le pays étudié, pour clarifier certaines notions, certains concepts un peu techniques. Et puis j'ai aimé étudier cet exemple-là. C'était un peu vécu pour moi. Merci.